Merci pour cette introduction. Merci à toute cette équipe d'égalité et réconciliation Île-de-France qui m'invite à chaque fois d'ailleurs dès que je passe à Paris. Ils savent avant moi-même que je vais venir sur Paris, donc ils sont très efficaces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'ai annoncé pour la fin du mois de novembre la publication de mon futur ouvrage, qui est la continuation du précédent, c'est-à-dire le précédent c'était Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, donc j'ai sorti en 2015, et là ça s'appellera Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour vendre la peau de l'ours? Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Ce titre en fait je l'ai choisi en juin 2022. Mais j'ai pas eu le temps de terminer le livre parce que j'ai démarré une carrière sur une chaîne de télé russe, comme vous avez peut-être certains d'entre vous l'ont vu, et donc qui me demande beaucoup de travail, puisque c'est moi qui fais les scripts, personne n'écrit à ma place. Donc ça a retardé en fait la publication de ce livre, et c'est pas plus mal parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses. J'y vois beaucoup plus clair maintenant, évidemment, quand on avait le nez dans les événements en juin 2022. Et en revanche, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre alors qu'effectivement le conflit était loin d'être terminé, ce dont je ne doutais pas. J'espérais qu'il se termine rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, pour l'instant, 1 an et demi, c'est pas non plus très très long, on peut dire, du point de vue historique. Pourquoi? Eh bien parce que je suis parti du principe qu'il y a un consensus aujourd'hui chez les historiens de toute nationalité que l'Allemagne avait perdu la guerre en septembre 1939 pour différentes raisons. La première chose, c'est que les objectifs d'Hitler tels qu'ils étaient définis dans Mein Kampf étaient trop ambitieux, notamment le fait de vouloir coloniser au moins l'ouest de l'URSS de l'époque, hein, ce qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine et même un peu plus loin. Ensuite, l'Allemagne avait un problème fondamental énergétique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu par les historiens. Et également, l'Allemagne était en bien moins bon état qu'elle ne l'était en 1914, où elle avait quand même perdu la guerre. Ensuite, Hitler se trompait sur sa capacité à sceller une alliance avec l'Angleterre. Si vous lisez Mein Kampf, Hitler était très anglophile et il était persuadé que l'Angleterre, ils allaient en gros se partager le monde, et il comptait vraiment dessus, et ça explique d'ailleurs beaucoup de son comportement. Si vous lisez le livre de Jean Lopez donc sur Barbarossa, excellent livre, hein, tout ce qu'écrit Jean Lopez jusqu'en 1945 c'est très bien, il explique notamment que si Hitler finit par lancer Barbarossa, une des raisons c'est qu'il est persuadé que l'Angleterre ne veut pas s'allier avec lui parce qu'elle croit toujours qu'elle peut être, que l'URSS va rentrer en guerre et qu'elle va battre l'Allemagne. Donc il faut battre l'URSS pour que l'Angleterre finisse par s'allier avec l'Allemagne. Bien sûr, c'était faux. L'Angleterre ne comptait pas sur l'URSS, elle comptait sur les États-Unis, qui d'ailleurs l'ont toujours soutenu. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de l'origine de l'opération Barbarossa, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a encore une fois un consensus chez les historiens qui fait, alors c'est facile à dire aujourd'hui, que même en 1939, eh ben, on pouvait se dire qu'Hitler avait perdu la guerre pour des raisons économiques, militaires, la faiblesse du complexe militaro-industriel allemand par rapport au complexe militaro-industriel soviétique notamment. Donc pour toutes ces raisons, en fait, on pouvait, si on avait un peu de lucidité, on pouvait comprendre que dès 1939, l'Allemagne avait perdu la guerre. Quand, à quel prix et comment, ça c'était une autre question. Si on avait arrêté, s'il n'y avait pas eu la percée à Sedan, si le général Gamelin n'avait pas envoyé l'armée française se perdre en Belgique, tout aurait pu changer. Donc après, sur la manière dont l'Allemagne aurait perdu, c'est une autre question. Et donc c'est ce raisonnement que j'ai appliqué au conflit ukrainien. Et pour en finir sur l'origine de ce titre, si on en croit le député Mesmer, c'est un député radical qui a croisé le général de Gaulle le 10 juin 1940. Et il raconte qu'il arrive, le général de Gaulle est en train de parler très calmement, et il dit « l'Allemagne a perdu la guerre ».
parce que le général de Gaulle était une intelligence supérieure, et que les gens les plus lucides eh bien, se rendaient compte que l'Allemagne avait les yeux plus gros que le ventre. Je crois que c'était Kissinger qui disait l'Allemagne est un pays trop grand pour l'Europe et trop petit pour le monde. Voilà. Ce qui résume assez bien les choses. Voilà donc pourquoi j'ai choisi ce titre, parce que je pense qu'en regardant objectivement le rapport de force, bien sûr de l'Ukraine contre la Russie, mais même de l'OTAN contre la Russie, eh bien la Russie, quoi qu'il arrive, va l'emporter pour des raisons à la fois sur la nature des buts de guerre russes, sur la nature des buts de guerre de Washington, puisque c'est de ça dont il s'agit, également sur le potentiel économique de la Russie, sur le potentiel du complexe militaro-industriel russe et sur la qualité de l'armée russe en elle-même. Donc c'est ces différents aspects que je vais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, il faut comprendre quels sont les buts de guerre. Le but de guerre de la Russie, en fait, il a été progressif. La guerre en fait a démarré en 2014. Moi je suis allé dans le Donbass à plusieurs reprises depuis novembre 2015, quelquefois 2-3 fois par an. Et en fait, la guerre, elle a commencé pour les habitants du Donbass en tout cas, elle a commencé en 2014 et elle ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu des bombardements, notamment sur la ville de Donetsk. Le pire auquel j'ai assisté, c'était en décembre de l'année dernière, où là, ça tombait tous les jours. C'était vraiment impressionnant et les gens, ceux qui restaient à Donetsk, étaient terrorisés. Donc le but de guerre, on va dire, de Vladimir Poutine, ça a été de pacifier cette région pour que les bombardements incessants sur les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk cessent. Ça, c'était le but, on va dire, c'est le but principal de l'opération militaire spéciale, c'est faire cesser les bombardements et les opérations militaires contre la République populaire de Donetsk. À partir de là, l'opération spéciale a pris un tour. Je ne sais pas si les Russes l'avaient prévu ou pas. Je pense qu'un jour, on ouvrira les archives et on le saura. Mais il est clair qu'après une première phase où Zelensky, au bout de 24 heures, était prêt à négocier. D'ailleurs, il y a eu des négociations au bout de 3 jours, à Minsk d'abord, ensuite avec l'intermédiation du Premier ministre israélien de l'époque, Bennett également, avec la médiation de Recep Erdogan, donc quand les négociations sont passées de Minsk à la Turquie. Et à partir de là, en fait, quand ces négociations ont échoué, donc c'est début avril, ça correspond à la visite de Johnson, le Premier ministre britannique de l'époque, à Kiev, les buts de guerre russes ont commencé à évoluer parce que la Russie allait payer un prix supérieur à ce qu'elle était prête à payer pour prendre juste 30 000 km² de territoire qui manquait au Donbass. Puisque je rappelle les buts de guerre initiaux tels qu'ils ont été annoncés par Vladimir Poutine le 24 février, c'est la démilitarisation. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine a hérité d'un très puissant complexe militaro-industriel de l'URSS, autour de 35%, 40% de l'industrie et du complexe militaro-industriel. Notamment les fameux T-34 ont été conçus, les chars héros de la Deuxième Guerre mondiale, ont été conçus à Kharkov. Le Antonov, donc, qui fabrique des avions de transport, notamment, maintenant il est détruit, mais le plus grand avion du monde, Motor Sich, qui fabrique des moteurs d'hélicoptères civils et militaires. Donc il y avait vraiment Yuzhmash qui pouvait fabriquer des moteurs de fusée. Donc on avait vraiment, l'URSS avait légué à la République socialiste soviétique d'Ukraine devenue indépendante un héritage industriel important. Et l'un des objectifs de la Russie, c'est que cela soit démantelé. Alors paradoxalement, c'est le seul pour l'instant objectif qui a été rempli, puisque faute d'avoir obtenu ça par la paix, enfin par la négociation, les bombardements russes ont quasiment réduit à néant ce complexe militaro-industriel. Donc on peut dire aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était un des conseillers de Zelensky, la fin du mois, fin mars, début avril, je crois, de mémoire, qui le dit, Arestovitch, donc il le dit, le complexe militaro-industriel ukrainien n'existe plus. Alors il y a encore des ateliers, notamment qui ont été adaptés pour réparer les véhicules ou entretenir ceux qui ont été fournis par l'OTAN. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y aura plus jamais un char qui sortira des usines de Kharkov, à moins que les Russes, une fois
qu'ils auront mis les mains dessus, s'ils mettent la main dessus, eh bien se décident à en reconstruire une, mais c'est peu probable. Donc ça a été atteint. L'autre objectif, c'était là ce que Vladimir Poutine a appelé la dénazification. Alors bon, moi j'ai utilisé le terme, j'ai utilisé le terme aussi ukro-nazi, même si ce terme, et je l'utilise de moins en moins, si vous suivez mes vidéos, je parle de plus en plus de bandérisme, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, en France, si vous dites que vous aimez la France, que c'est votre patrie chère à votre cœur, vous êtes un nazi ou un fasciste. Donc en fait, comme les mots ne veulent plus rien dire, le mot fascisme et le mot nazi ne veulent plus rien dire, je me suis dit que c'est compliqué de qualifier quelqu'un de nazi, même s'il l'est, parce que en fait ça ne veut rien dire, puisque il y a des tas de gens pour lesquels en France je suis moi aussi un nazi, Poutine est un nazi, tout le monde il est nazi. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu utiliser ce terme. Il y a une autre raison également, c'est que les nazis ne voulaient pas des bandéristes. Historiquement, l'Allemagne rentre en guerre contre l'URSS le 21 juin 1941 et immédiatement à ce moment-là, il y a un soulèvement à Lvov. Donc Lvov était une ville polonaise à la base, donc habitée essentiellement par des Juifs et des Polonais, qui avait été récupérée à la fin de la Première Guerre mondiale par la Pologne renaissante. Encore une fois, Lvov c'est un nom polonais. Et donc il y avait une très forte communauté juive et il y avait une très forte communauté polonaise. Or, les bandéristes détestaient et l'un et l'autre. Donc il y a eu ce qu'on appelle le pogrom de Lvov, c'est pas un secret, vous pouvez aller regarder sur internet, même sur Wikipédia ils en parlent. Et donc ça a été un véritable carnage, une horreur, et surtout, comme plus tard, on va dire 80 ans plus tard, ils filmaient, ils prenaient des photos, des gens qu'ils étaient en train de torturer, polonais, juifs, etc., etc. Et et le 30 juin 1940 est publiée à Lvov la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, que vous pouvez aussi trouver, encore une fois, c'est pas un secret, l'article 3, la nouvelle Ukraine, donc, est publiée par Yaroslav Stetsko, qui est l'adjoint de Stepan Bandera. Et l'article 3 de cette constitution, c'est la nouvelle Ukraine indépendante fera partie de la nouvelle Europe sous la direction en gros, notre bien-aimé Adolf Hitler. Donc les bandéristes ont tout fait pour obtenir de l'Allemagne le fait d'être reconnue, de reconnaître l'Ukraine comme une nation indépendante. Le problème, c'est que visiblement, ils n'avaient pas lu Mein Kampf et que ce n'était pas du tout au programme. Le projet hitlérien pour l'Europe de l'Est, pour la Pologne, pour l'Ukraine et pour une partie de la Russie actuelle, c'était la colonisation et en tout cas la déportation, l'élimination des populations locales. C'est écrit noir sur blanc sur Mein Kampf, de manière assez ambiguë, mais je mettrai les citations exactes dans mon ouvrage. Donc le programme pour l'Ukraine pour Adolf Hitler et le Parti national-socialisme, c'était la domination, la colonisation. Vous voyez des extraits d'ailleurs dans Signal, le journal de la Waffen-SS, qui parlait des colons, que pour chaque soldat allemand, il y aurait 5 esclaves slaves. Donc voilà, on en est revenu aux origines. Et là, les chefs bandéristes ont compris qu'il n'y avait pas de projet Ukraine dans le projet national-socialiste. Et ils se sont séparés. Donc Bandera a été enfermé dans des bonnes conditions. Lui, parce que 2 de ses frères sont morts en camp de concentration, et les autres chefs, Melnik et Shushkevich, quand vous voyez les manifestations bandéristes à Kiev, dans toute l'Ukraine, en tout cas contrôlées par Kiev, vous avez 3 figures, c'est Bandera, Shushkevich et Melnik. Et Melnik et Shushkevich ont servi sous l'uniforme allemand. Ça aussi, vous le trouvez assez facilement sur Internet. Donc, cette idéologie-là était très hostile à la Russie. Pas initialement, plus d'ailleurs à la Pologne, puisque la région de l'ouest de l'Ukraine, encore une fois, ont été dominées et on peut dire maltraitées par le pouvoir polonais jusqu'à l'éclatement de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et donc ça a laissé une population très pauvre qui a toujours vécu, qui a été une victime de l'histoire. Et donc c'est facile de manipuler des populations comme ça.
de leur expliquer qu'en fait non, en gros vous êtes des surhommes, mais à cause, en l'occurrence des Russes, alors que les Russes en fait sont en contact de nouveau avec ces populations à partir de 1945 en fait. Et où ces deux régions, la Galicie et la Wallonie dont je parle, sont intégrées à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et c'est eux, à partir de Maïdan, j'ai fait un peu ce virage historique, mais c'est eux, à partir de Maïdan, qui vont définir les programmes scolaires, qui vont infiltrer l'armée ukrainienne, et ce qui fait qu'un mouvement qui représente en fait 2%, on va dire, du corps électoral ukrainien, devient majoritaire dans les institutions. Et quand Vladimir Poutine obtient comment dirais-je, des concessions sur l'interdiction de la langue russe dans les administrations, à la télévision, et également la réécriture complète de l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de vénérer son arrière-grand-père qui est un héros de guerre, parce que la plupart toutes les familles en fait, biélorusses, ukrainiennes, russes, ont des grands-pères qui ont combattu. Donc au lieu de vénérer la victoire en plus, c'est comme sympa d'avoir gagné la guerre, au lieu de respecter ça, eh bien, on apprend aux enfants, y compris aux populations qui sont russes, hein, dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, on leur apprend à haïr, à mépriser leur grand-père, on leur apprend à haïr les Russes. Et donc ce que Vladimir Poutine a appelé la dénazification, j'appellerais ça la débandérisation, et c'est mettre fin encore une fois, à cette persécution des populations russes, petites russiennes ou, en tout cas, russophones. Au passage, d'ailleurs, cette persécution ne frappe pas seulement les russophones, mais également les magérophones, puisque Staline, en 1945, a rattaché une partie de la Hongrie. Donc il y a entre 100 et 150 000 Magyars qui vivent au sud-ouest de l'Ukraine, donc qui voudraient être rattachés à la Hongrie. De la même manière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le président Zelensky s'est rendu en Roumanie et il a été accueilli sèchement par une partie des députés roumains qui réclament que les territoires roumains qui ont été pris par Staline soient rendus à la Roumanie. Donc, comme on le voit, les choses ne sont pas aussi simples qu'on le voudrait. Et donc, Vladimir Poutine voulait mettre fin à ce qu'il appelle donc, la dénazification. En fait, c'est ça. C'est la fin de la persécution des Russes et des russophones. Donc cet objectif-là, eh bien, il a été atteint dans toutes les parties qui ont été, alors, encore une fois, je suis parti pris, hein, donc je vais dire libérées par l'armée russe, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 100 000 km². Et donc là-dessus, dans ces parties-là, eh effectivement, les gens se sont remis naturellement à parler russe. Les programmes scolaires ont été rétablis comme tels qu'ils étaient avant, et la vénération de Stepan Bandera n'existe plus. Pour bien se rendre compte, l'absurdité en fait du modèle kievien actuel, c'est que parmi les massacres donc, qui ont été commis par l'armée allemande, au moment des Aktionen, et par les collaborateurs ukrainiens, essentiellement l'Ukraine de l'Ouest, il y a eu le fameux massacre de Babi Yar. Il y a eu plus de 20 000 juifs qui ont été massacrés, jetés dans une fosse. C'est largement documenté du point de vue historique, c'est contesté par personne. Et donc il y a un monument à Babi Yar. Et le nouveau régime kievien de Zelensky et le maire Vitaly Klitschko ont renommé l'avenue qui va jusqu'à Babi Yar, l'avenue Stepan Bandera. Donc en fait on est dans un modèle complètement absurde. Et il faut pas chercher de logique. C'est une espèce de forme d'hystérie. Et notamment, il faut voir parce que Lucien Cerise, puis Antoine Plaquevent appelle l'ingénierie sociale. On a assisté pour mettre en place le système actuel à une manipulation de l'opinion publique ukrainienne remarquable. Techniquement, pas moralement, mais techniquement remarquable. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que les deux présidents qui ont suivi l'opération de Maïdan, Poroshenko et Zelensky, se sont fait élire sur des programmes de réconciliation avec la Russie. Avant son élection, Poroshenko a dit « En 3 mois, j'aurais fait la paix avec les Russes ». Et il n'était plus question de persécution des langues russes, etc. Une fois au pouvoir, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ensuite, Zelensky, c'est pareil. L'histoire de Zelensky, son arrivée au pouvoir, est assez intéressante parce que
c'est à l'origine, c'est un comique, très doué pour le piano, si certains ont dû le voir. Et il a son émission, il est très populaire, et en novembre 2016, il commence une série très drôle qui s'appelle Le service du peuple, Sluga Naroda. Donc qu'est-ce que c'est que cette série? C'est l'histoire d'un professeur qui un jour, pardonnez-moi l'expression, pète un plomb à cause de la corruption du système qui fonctionne mal, etc. Donc en Ukraine, il est professeur, je crois professeur d'histoire. Et donc un de ses élèves filme et balance le petit film sur Internet, qui fait, comme disent les jeunes, le buzz. Et donc ce professeur devient hyper populaire, se prend au jeu et devient candidat aux élections présidentielles. Et donc le premier épisode commence, il y a des gardes du corps qui arrivent chez lui, il pense qu'il va être arrêté, et en fait il dit Monsieur le Président, votre voiture vous attend. Et donc à partir de là, donc de novembre 2016 jusqu'en mars 2019, cette série, Sluga Naroda, devient extrêmement populaire. Et lorsque Zelensky décide de devenir candidat, il reprend sa série télévisée et en fait le nom de son parti, donc au service du peuple. Et ce qui est intéressant aussi du point de vue, encore une fois, de l'ingénierie sociale, c'est que le dernier épisode de Sluga Naroda, c'est mars 2019. Et Zelensky est élu président en avril 2019. Donc vous avez une espèce de confusion entre le virtuel, le télévisuel et le réel qui est remarquable. Et Zelensky donc, s'est fait élire parce qu'il était vu comme le président professeur honnête qui veut lutter contre la corruption dans une série télévisée en russe qui serait aujourd'hui interdite. Donc, alors que c'est sous son mandat que les pires lois, que le mouvement des lois anti-russes contre la pratique du russe ont été prises. Et donc, si vous voulez, il faut bien se représenter que pour Vladimir Poutine, il est clair qu'il n'y aura pas de solution politique. Parce que, d'une part, donc, tous les candidats arrivent sur un programme de réconciliation avec la Russie, parce que la majorité du peuple ukrainien ne vous comprend toujours pas pourquoi elle doit faire la guerre à la Russie, malgré la propagande. Ensuite, il y a un authentique homme politique pro-russe, on peut dire, qui est Medvedchuk, et qui va être arrêté, qui va être mis sous sanction. C'est-à-dire que c'est ce que rêve de faire la présidente de la délégation de En Marche au Parlement européen, c'est de mettre des sanctions contre ses propres citoyens. Normalement, dans un système normal, si vous respectez la loi, on ne peut pas vous mettre sous sanction. Et par exemple, elle avait dit il faut mettre sous sanction les gens comme moi qui avaient été observateurs des élections dans le Donbass. Mais si jamais il y avait une loi qui interdisait d'être observateur sur le Donbass, peut-être que je l'aurais respecté. Mais là, vous ne pouvez pas mettre des sanctions contre vos propres citoyens. Le système qui fonctionne en Ukraine est que si vous pouvez. Et donc en avril 2019, Medvedchuk, qui devient de plus en plus populaire parce que lui tient un discours sincère, il est proche de Vladimir Poutine, de réconciliation avec la Russie, est mis aux arrêts. Et il sera ensuite échangé au moment du début de l'opération spéciale. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Encore une fois, c'est pour vous montrer qu'il n'y a plus de solution politique pour empêcher les persécutions des Russes et des russophones en Ukraine. C'était pas possible, c'était structurellement impossible. À côté de ça, rapidement, j'en profite pour retracer le début de les nécessités du début de l'opération spéciale. Donc, il y a ces fameux accords de Minsk qui sont signés après une défaite militaire de l'armée ukrainienne en février 2015 dans la poche de Debaltsevo et des délégations se réunissent à Minsk. Il y a la France, il y a donc François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko, le président ukrainien, et Vladimir Poutine. Et des accords sont signés qui prévoient un statut d'autonomie pour le Donbass, des réformes constitutionnelles en Ukraine, en gros qui permettront de choisir la langue dans laquelle ils vont élever leurs enfants. Et après, donc, le recouvrement des frontières anciennes de l'Ukraine, donc avec le Donbass réintégré. Kiev, donc il y a un ordre dans l'exécution de ces recommandations, de ces obligations, et Kiev n'en a exécuté aucune. Notamment, il y a une amnistie qui doit être votée, elle n'est pas votée, et de toute manière, il y a une telle pression des bandéristes juste après la signature des accords de Minsk, que le ministre des Affaires étrangères de l'époque a dit non, mais c'est juste une recommandation, c'est pas une obligation. Sauf que je suis désolé, c'était signé par le président Petro Poroshenko,
et les chefs des républiques de Donetsk et de Lugansk, et contresigné par le représentant de l'OSCE et par l'ambassadeur de Russie à Minsk. Donc c'était des accords qui engageaient Kiev vis-à-vis des républiques autoproclamées. Donc la Russie n'était pour rien là-dedans. D'ailleurs, il n'y avait rien qui concernait la Russie. Et il est apparu clairement de toute manière, et maintenant ça a été reconnu par Petro Poroshenko, par François Hollande et par Angela Merkel, qu'il s'agissait juste de gagner du temps pour pouvoir redémarrer la guerre contre les républiques autoproclamées. Donc personne n'a jamais eu l'intention de tenir les accords de Minsk du côté on va dire occidental. Et il y avait une date de péremption sur ces accords de Minsk. Donc ces accords de Minsk ont été validés par une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'en principe, tous ceux qui ont voté pour cette résolution doivent la faire respecter, y compris par la force. Donc l'intervention, du point de vue de l'ONU, l'intervention de la Russie pour faire appliquer les accords de Minsk qui n'ont pas été payés par Kiev est légitime et légale. Et le problème, c'est que la France, en fait, Washington, l'Angleterre, l'Allemagne qui avaient voté cette résolution, auraient dû aller avec la Russie pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Ce qui évidemment n'a pas eu lieu. Et, comme l'avait dit Thierry Mariani, Poutine devrait être prix Nobel de patience. Donc la date d'expiration des accords de Minsk, c'était décembre 2015. Ça fait 7 ans. Donc en février 2022, ça fait 7 ans que la Russie pouvait légitimement, 6 ans, que la Russie pouvait légitimement intervenir. Donc voilà la situation. Voilà pourquoi, à un moment, la Russie s'est trouvée face à un choix qui devait être fait, d'autant plus qu'il apparaissait clairement que Kiev s'apprêtait à lancer une offensive en mars de cette année dans le Donbass, et donc Vladimir Poutine a décidé de prendre les devants et de commencer lui-même cette offensive. Et donc, comme je l'ai dit, pour revenir à la stratégie russe, cette stratégie a évolué au fur et à mesure de la résistance en fait de l'OTAN, qui n'était même plus celle de Kiev. Kiev n'a plus son mot à dire, de l'OTAN a évolué. Pourquoi ? Parce que la Russie a avancé extrêmement rapidement dans le sud du pays, quasiment sans rencontrer de résistance. D'une part parce que les populations, en fait, on est en Nouvelle-Russie, donc ce sont des populations russes, en fait, même pas russophones, russes, et que donc les Russes ont été accueillis comme une armée amie, pour ne pas dire comme des libérateurs. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment aucun acte de résistance. Il n'y a pas de guérilla, on nous avait promis des guérillas, il n'y a rien. Et l'armée russe circule parfaitement facilement, sans être gênée en permanence par des opérations, encore une fois, de guérilla. Ce n'est pas du tout ce qu'a subi l'armée allemande sur ses arrières au moment de la campagne, de la guerre contre l'URSS. Donc, pour les Russes, ça a été un choix cornélien, d'autant plus que à un moment, l'armée russe a dû se retirer du nord de l'Ukraine, donc de la région au nord de Kiev, de Soumy. Et là, les représailles ont commencé, comme elles ont recommencé quand la Russie s'est retirée des 30% de la région de Kharkov qu'elle contrôlait. Donc là, la Russie était devant en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Si on se retire, tous ceux qui n'ont pas... Et donc les Kieviens, le régime de Kiev estimait que tous ceux qui ne s'étaient pas enfuis, qui étaient restés dans leur maison, étaient des collabos. C'est la répression auxquelles on a assisté dans la ville de Kherson, qui a été très dure. Donc il a fallu prendre une décision, notamment au moment où la Russie s'est retirée sur la rive gauche du Dniepr, ça a été d'intégrer ces nouvelles régions au sein de la Fédération de Russie. Donc par rapport aux objectifs initiaux, la résistance qui a été organisée par l'OTAN, alors que l'Ukraine de Zelensky voulait négocier, a eu comme conséquence que la Russie a augmenté ses objectifs de guerre. Donc là maintenant, c'est officiel et c'est rentré dans la Constitution, c'est 4 régions. Donc la région de Donetsk, la région de Lugansk, la région de Zaporozhye et la région de Kherson. La région de Lugansk est quasiment totalement contrôlée par la Russie, la région de Donetsk à 60%, pareil pour la région de Zaporozhye, c'est un peu plus, mais la capitale Zaporozhye n'est pas contrôlée par la Russie, et les Russes contrôlaient la quasi-totalité la région de Kherson, mais ils ont dû abandonner la ville de Kherson parce que ça aurait été trop compliqué du point de vue logistique. Donc voilà où on en est, et désormais c'est dans la Constitution, donc la Russie ira jusqu'au bout. Ce que je pense en plus, c'est que si la Russie obtient ce qu'elle essaie d'obtenir depuis, on va dire, le mois de juin 2022, c'est-à-dire la destruction de l'armée
kievienne, ça se terminera par la conquête, la réunification de tout ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. La Nouvelle-Russie, en fait, c'est des terres qui ont été prises au Khanat de Crimée par la Russie, donc rien à voir avec la petite Russie, avec l'Ukraine historique, avec la Rousse de Kiev. Donc c'est des terres qui en fait ont été prises au Khanat de Crimée, qui était une partie de l'Empire ottoman au XVIIIe siècle par la Grande Catherine. Et donc c'est cette zone qui va de la Crimée, qui remonte dans le Donbass, ont été à un moment de manière assez courte au début du XIXe siècle, ont été appelés Nouvelle-Russie, une circonscription administrative, et ce terme est revenu à la mode au moment des soulèvements post-Maïdan en 2014. Donc je pense que le but des Russes, et en tout cas je pense que c'est ce que les Russes attendent de Vladimir Poutine, c'est qu'il aille jusqu'à la réunification complète de la Nouvelle-Russie. J'étais à Valdai, donc pour le fameux club Valdai à Sotchi, il y a 10 jours, et à un moment on a parlé d'Odessa, et Poutine a dit bah oui, Odessa est une ville russe. Alors comprenez ce que vous voulez y comprendre, et c'est vrai que sur les 10 grandes villes ukrainiennes, il y en a 8 qui ont été fondées par les Russes. Donc les seuls, c'est Kiev et Lvov, ont été fondés l'un par les Polonais, ensuite les Autrichiens, et Kiev a été fondé il y a 1000 ans, donc par, on va dire, les peuples de la héritiers de la Rousse, on leur revendique la paternité. Mais les autres villes, Dniepropetrovsk, qui ont donc été rebaptisées Dniepro, en fait son vrai nom c'est Yekaterinoslav, le nom de l'impératrice russe. Odessa, c'était fondé par la Grande Catherine et le duc de Richelieu, avec des références à la Grèce en plus. Odessa, c'est l'Odyssée. D'ailleurs, Mélitopol, Mariupol, la ville de Marie, c'est l'imprégnation de la Grèce en fait et le fait qu'il y avait une grosse immigration grecque également, parce que c'était des territoires sous-peuplés. Enfin bref, je ne vais pas vous faire complètement mon premier livre, mais en gros, ce que je veux expliquer, c'est que là, à cause de la résistance incitée par l'OTAN, l'Ukraine va être réduite à une peau de chagrin. Et en plus, le problème, c'est que cette partie de la Nouvelle-Russie, c'est la partie riche de l'Ukraine. C'est la région des ports et de l'industrie. Le port de Mariupol, donc, qui était le deuxième port ukrainien, c'était 20% du PIB ukrainien. Avec les industries, avec toutes les marchandises qui y passaient, c'est toute la richesse industrielle. Pourquoi ? Parce que bien, l'industrie s'est développée dans ces régions-là, comme elle s'est développée en France, en Angleterre ou en Allemagne, c'est-à-dire à côté de la source énergétique de l'époque, c'était les mines de charbon. Donc en fait, c'est là qu'est la richesse, et c'est là-dessus que tout le reste de l'Ukraine vivait. Et c'est pour ça que aussi c'est un moyen de définitivement neutraliser l'Ukraine, c'est en rattachant ces régions russes et en coupant l'accès bien sûr à la mer Noire en prenant Odessa, ce qui à mon avis est l'objectif final. Voilà où on en est aujourd'hui, des buts de guerre russe. Quand on écoute ce que dit Vladimir Poutine, il le dit et le répète que les buts n'ont pas changé, simplement, sauf du point de vue territorial évidemment. Quand vous écoutez Sergueï Lavrov, que vous écoutez certains parlementaires russes, il est clair que les Russes ne s'arrêteront pas à ces dernières régions, et qu'ils finiront également par réunifier, je pense, quasiment certain, la région de Kharkov, en dessous de Dniepropetrovsk, Krivoï Rog, Nikolaïev, Odessa, voilà, ça nous amène donc sur toute cette bande de la Nouvelle-Russie. Pour ce qui sera du reste, beaucoup parlent de la réunification à la Pologne de la Galicie et de la Volhynie, donc c'est des terres historiquement polonaises, on peut le dire. Et là-dessus, alors je pense que c'est quelque chose sur lequel les Russes pourraient faire des concessions, mais il y en a un qui ne veut pas de concessions, c'est Loukachenko, le président biélorusse. Parce que déjà qu'il a un voisinage difficile avec les Polonais, si en plus ils étendent leurs frontières communes au sud, c'est pas pour le réjouir. Mais je pense que ce sera un point sur lequel on pourrait trouver un compromis. Et il restera de l'Ukraine, donc selon le plan russe que j'imagine, une Ukraine centrale, donc qui n'aura plus la taille critique pour menacer la Russie, de toute manière, puisque économiquement très affaiblie, endettée, en plus démographiquement quasiment détruite. Ça aussi, c'est les conséquences de la guerre, on pourra en reparler. Donc, l'objectif est à peu près, encore une fois, dénazifier, débandériser. Ça, ce sera une exigence sur laquelle les Russes ne renonceront pas. Les Russes n'admettront jamais qu'il y ait une avenue Stepan Bandera à Kiev. Ça, c'est pas possible. Voilà à peu près sur les buts russes. J'étais un peu long. Oula, oui. Donc, on va parler maintenant des buts
américains, parce que c'est ça qui vont surtout expliquer pourquoi la Russie a gagné. Parce que les États-Unis ont fixé des buts de guerre irréalisables, parce qu'ils méconnaissaient l'économie russe, le complexe militaro-industriel russe et l'armée russe. Le but de guerre américain, c'était quoi? Je ne pense pas que les... Alors, il y a un débat là-dessus, notamment avec mon ami Pepe Escobar. Lui me dit les élites américaines sont stupides. Ils étaient persuadés que la Russie allait s'effondrer. Moi, je serais plus nuancé. Je pense que... Excusez-moi, vous traversez la frontière finlandaise, vous attrapez froid. Et je pense que le but de Johnson, de Joe Biden, c'était que la guerre dure quelques mois et on allait mettre des sanctions, comme l'avait dit Victoria Nuland, numéro 2 des affaires étrangères américain, avait dit on mettra des sanctions comme ils n'en ont jamais vu, ce qui est vrai. Mais, et donc, l'idée, c'était pas que l'Ukraine, même avec l'aide de l'OTAN, ait une chance de battre la Russie. Ça, c'était à mon avis, je pense que les militaires américains y ont peu cru, mais c'était que la guerre devait tenir suffisamment longtemps et additionné aux sanctions, ça allait provoquer une révolution. En fait, c'était un nouveau 1917. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à croire ça? Alors, il y a plusieurs explications à mon avis. La première explication, c'est qu'il faut voir que la pensée qui domine dans l'OTAN, en Europe, c'est la Pologne et les pays baltes. Or, la Pologne et les pays baltes ont l'un obtenu leur indépendance, recouvert leur indépendance, la Pologne, et d'autres sont devenus indépendants, puisque c'était des nations qui n'existaient pas, d'ailleurs pour moi c'est toujours pas des nations, mais grâce à l'effondrement russe en 1917. C'est pas une victoire militaire de la Pologne sur la Russie, c'est pas une victoire militaire des pays baltes sur la Russie, c'est que l'armée russe s'est fait étrier, et a étrié d'ailleurs pas mal aussi, l'armée allemande. Ça a entraîné 1 700 000 ou 1 800 000 morts, je ne sais plus. Enfin, ça a été une véritable saignée, et surtout c'est l'élite russe. Comme l'avait dit Vladimir Poutine quand il comparait les libérales et les gauchistes, si vous voulez, aux bolcheviks, en disant quand nos soldats et nos officiers mouraient héroïquement sur le front, les bolcheviks, comme les libérales, ils pensaient bien sûr à Navalny et toute sa clique, tentaient de faire la révolution chez nous. Et donc en fait, c'est ce constat qu'ont fait les Polonais après 1918 et les Baltes, c'est qu'en fait on ne peut pas battre la Russie, mais qu'il faut l'affaiblir et provoquer un effondrement. Seulement, la Première Guerre mondiale n'est pas pour la Russie ce qu'est l'opération spéciale. C'est absolument pas comparable. Pour qu'il y ait une révolution en Russie, il faut 3 ans et demi de guerre, mal organisée, mal commandée, même s'il y a eu l'année 1916, d'ailleurs, c'est la triple offensive de Broussilov, elle coûte très cher, mais la fin de l'année 1916, c'est les Russes qui ont l'initiative sur le front face aux Allemands et aux Autrichiens. Donc, mais le problème, c'est que derrière, ça ne suit pas. En plus, il y a l'agitation bolchevique utilisée par l'Allemagne, et tout d'un coup, le bruit circule dans l'armée russe, qui est composée de paysans, en disant les terres vont être données aux paysans, notamment après les journées de février. Et là, évidemment, les paysans, et moi je vais participer au partage, et donc c'est pour ça que vous avez eu crosse en l'air, retour à la maison. Donc il y a des tas de circonstances qui font que, effectivement, la Première Guerre mondiale a abouti à un effondrement de la Russie, mais il a fallu quand même 3 ans et demi. Et là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. L'économie russe continue parfaitement à fonctionner, s'est adaptée, même se transforme et s'industrialise encore plus. Et donc cette ambition, je pense à l'origine polonaise, qui a été transmise aux élites de Washington, que la Russie s'effondrerait comme en 1917 de l'intérieur, et que donc on pourrait découper la Russie en morceaux, comme la Pologne a espéré de Pilsudski après la Première Guerre mondiale a espéré le faire, comme elle espère toujours le faire. En janvier 2023, il y a eu une conférence à l'Union européenne qui a été organisée par les Polonais, où ils ont invité ils ont invité c'était organisé par le PiS, donc le parti polonais, et ils ont invité des représentants de tous les peuples de Russie. Donc vous aviez, tout d'un coup, il y a un mouvement indépendantiste kalmouk, de tous ces petits peuples qui n'ont absolument pas envie d'être indépendants, mais toujours, dans l'entre-deux-guerres, ça s'appelait le prométhéisme, c'était cette doctrine polonaise qui voulait dépecer la Russie en soutenant les mouvements
on va dire, exogène. Bon, sécessionniste, voilà. Sécessionniste. Et donc ça a profondément marqué les élites polonaises et qui ont transmis cette croyance, parce que c'est une croyance absolument pas réaliste, aux élites anglo-saxonnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, je vous ai parlé tout à l'heure de Stetsko, donc, qui était l'adjoint de Stepan Bandera, celui qui fait la proclamation d'indépendance ukrainienne, le 30 juin 1941. Ce Stetsko, il trouve du travail après la Deuxième Guerre mondiale, et il ne va pas en prison, mais il devient président de l'association qui s'appelait le Bloc des Nations anti-bolcheviques. Donc c'est un truc fondé par la CIA, avec le même objectif, c'est-à-dire provoquer des mouvements sécessionnistes dans toute l'URSS. Et il occupera cette position jusqu'aux années 80, et ensuite sa femme prend la suite après sa mort. Donc, encore une fois, là, c'est comme les islamistes, il y a les bons et les méchants, et c'est comme les nazis, c'est pareil, il y a les nazis gentils, ça dépend si vous servez l'OTAN ou pas. Donc, j'ai encore fait une digression. Voilà, pour expliquer donc déjà cette idée que la Russie va s'effondrer, et je pense vient de cette croyance polonaise très forte qu'on pourra un jour faire s'effondrer la Russie de l'intérieur par les mouvements sécessionnistes. Et je pense qu'ils y ont cru. Ils y ont cru, et ils y ont cru également que le fait de mettre des sanctions allait provoquer un effondrement de l'économie russe, et que donc les Russes allaient protester, que Poutine allait perdre le pouvoir. Et ça, c'est l'objectif de l'establishment américain. C'est le départ de Vladimir Poutine qui leur en a fait voir de toutes les couleurs depuis maintenant 24 ans. Non, souvent, le leitmotiv qu'on entend notamment dans la bouche des spécialistes des think tanks d'État, comme le l'IFRI, le FRS, c'est oui, mais ouais, il veut nous présenter la Russie comme un pays humilié à cause de la chute de l'URSS. Ça fait longtemps que plus personne n'en a rien à faire de la chute de l'URSS en Russie. En revanche, ceux qui ont été humiliés, ce sont les États-Unis. Parce qu'ils ont perdu en Géorgie, parce qu'ils ont perdu en Syrie, parce qu'ils ont en plus, même si les Russes n'y sont pour rien, ils ont été assez grands pour se tirer une balle dans le pied tout seuls, ils ont échoué en Afghanistan. Aujourd'hui, d'ailleurs, Poutine, c'est l'homme qui n'a jamais perdu une seule guerre. Et pourtant, il y va toujours avec mesure. Donc là, le but, notamment le but de cette opération, c'était bien sûr, de séparer l'Ukraine, parce que dans la tête des élites américaines, c'est toujours le Brzezinski des années 90, c'est-à-dire il faut empêcher la Russie d'être un empire et d'être européenne. Et donc, pour empêcher d'être un empire, il faut contrôler des zones pivots, l'Ukraine, l'Asie centrale, l'Ouzbékistan spécifiquement. Et puis, voilà. Donc, en fait, la séparation de l'Ukraine de la Russie est un but géopolitique américain annoncé. Même si d'ailleurs Brzezinski, avant de mourir en 2016, était revenu en disant bon, finalement c'est raté, les Chinois sont très forts, les Russes sont très forts, il faut assurer notre colonisation sur l'Europe. C'était ça l'idée finale. Mais cela dit, ça a encore beaucoup imprégné les élites américaines, et donc qui se sont persuadés que des sanctions, encore une fois, allaient mettre nous allons détruire l'économie russe, comme disait notre ministre des Finances, le Mozart de la finance, Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, il n'a pas inventé ça tout seul, en fait. C'est ce qu'on lui a répété. Vous verrez dans mon livre, je détaille les cabinets, en fait, qui conseillent le ministère de l'économie et des finances français. Ils ont tous fait leurs études aux États-Unis. Et donc, ce qu'ils font, c'est Google Translate. Ils prennent les notes américaines et ils font des modèles mathématiques. Je cite un des conseillers de Bruno Le Maire qui s'appelle Philippe Martin, que j'ai découvert par hasard sur BFM TV. Et qui sortait tout au début de la crise, donc en mars, en disant même si on se prive des hydrocarbures russes, ça coûtera 0,3% du PIB. Je me dis, comment est-ce qu'il peut faire un truc pareil Forcément, ça va entraîner une augmentation du prix de l'énergie, donc perte de compétitivité. Donc ça va être une catastrophe, c'est à laquelle vous assistez. Les boulangers seront dans la rue, BASF en Allemagne partira émigrer aux États-Unis, etc. Et donc il fait ça, il dit ça, et puis un mois, et donc je télécharge son rapport qu'il a fait pour le ministère des Finances, et c'est une espèce de truc de modèle mathématique, ça m'a rappelé les projections sur le Covid. Et donc je suis allé voir, et donc je suis allé voir donc le CV de ce Philippe Martin, je suis allé voir, et
Et en fait, c'est imprégné de think tanks américains et qui lui ont vendu ces modèles mathématiques. Et donc, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va, répéter ce qu'il a fait Google Translate. Et puis, comme Bruno Tertrais, c'est pareil. Tous ces gens-là, en fait, sont des gens assez médiocres. Du point de vue, je ne suis pas à fond sur les diplômes, parce qu'on peut très bien réussir sans avoir de diplôme. Mais, si vous voulez, en France, il y a un système, c'est les grandes écoles. Donc, globalement, si vous voulez après avoir accès à un haut niveau, si vous n'avez pas fait de grandes écoles, c'est possible, mais c'est compliqué. Et ces gens-là, vous apercevez qu'ils ne sont pas du tout passés par ça. En revanche, ils ont fait un PhD, c'est-à-dire un 3e cycle, aux États-Unis. Donc ils parlent bien anglais, ça c'est déjà un atout, incontestablement. Et ils reviennent en France, ils sont aidés par tout le réseau atlantiste. Parce que si jamais Bruno Tertrais ou Philippe Martin avaient dû suivre le cursus habituel de l'élite, très élitiste français, trop élitiste d'ailleurs parmi ces grandes écoles, eh bien en fait ils n'auraient jamais... Bruno Tertrais est devenu numéro 2 de la Fondation pour la recherche stratégique, c'est le think tank de l'armée française, et Philippe Martin, c'est un des conseillers du ministère de l'économie et des finances, il n'a absolument pas le niveau. Mais en fait ils sont tous passés par les États-Unis, ils parlent bien anglais, et ils font du Google Translate de tout ce qui est produit aux États-Unis, notamment ces modèles mathématiques qui n'ont pas fini de vous pourrir la vie, vous pouvez me croire. Donc tout ça, bien sûr, j'accélère un peu, tout ça a bien sûr échoué. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte. Donc du point de vue économique, ça a échoué parce qu'en fait, la Russie, on ne peut pas sanctionner un pays qui est dans le top 3 des producteurs de pétrole. C'est pas possible. Et surtout que dans ce top 3, vous avez... Alors, la première place change chaque année, mais c'est pas critique. Vous avez les États-Unis, qui produisent beaucoup, mais qui n'exportent pas, parce qu'ils ont une consommation intérieure très forte. Vous avez l'Arabie Saoudite, et vous avez la Russie. Vous ne pouvez pas vous priver du pétrole d'un de ces trois-là. Sinon, ça déstabilise complètement le marché, et ça donne... le résultat, vous le voyez au prix à la pompe. Il y a ça. Ensuite, sur le gaz. L'Europe bénéficiait depuis les années 80 du gaz, d'une énergie pas chère. Donc c'était un grand projet qui avait été construit entre la France de François Mitterrand, pour une fois qu'il a fait quelque chose de bien, l'Allemagne et l'URSS, qui consistait, qui a construit ces gazoducs qui passent encore par l'Ukraine et qui apportaient du gaz pas cher en Europe. Donc ça a permis à l'économie européenne de bénéficier, d'être hyper compétitive, notamment l'économie allemande, parce que cette énergie n'était pas chère. Et en fait, pourquoi ? Parce que les contrats qui étaient signés avec Gazprom, c'était des contrats de long terme, et donc avec la garantie d'achat, dans ce cas, les Russes étaient très contents d'avoir des acheteurs fiables, et les Français, les Allemands, les Italiens étaient contents d'avoir du gaz pas cher. Tout ce réseau de gazoducs, en fait, a augmenté. Les Russes ont construit, du sud vers le nord, Turkish Stream, qui était mis en marche il n'y a pas très longtemps, donc qui permet également de contourner l'Ukraine, qui n'était plus considérée comme un pays de transit faible. Et on construit, avec les Allemands, les Autrichiens et les Français, Nord Stream 1, qui est entré en service en 2017, je crois. Et immédiatement, quand on a vu que ça marchait bien, que ça coûtait pas cher, Nord Stream 2, parce qu'il faut voir que tout le réseau aujourd'hui, le gaz, donc maintenant que Nord Stream a sauté aux 2 tiers, le gaz passe par l'Ukraine, paradoxalement. Là, ça n'a pas été détruit, et par le Turkish Stream. Et ce gaz, le problème, c'est que le réseau de gaz qui passe par l'Ukraine n'est pas entretenu depuis des années. C'est à l'ukrainienne. Donc en fait, l'Allemagne le savait et voulait trouver une solution, et en plus qui lui coûterait moins cher, parce que le tuyau passe par différents pays, l'Allemagne, à une époque il y avait la Roumanie, etc., etc. Et à chaque fois, il faut payer quelque chose quand ça passe. Quand ça passe dans la Baltique, ça coûte rien. Donc on devait avoir, nous, les Allemands, les Français, du gaz russe encore moins cher, et avec une fiabilité à 100%, puisque, contrairement à ce qui s'était passé à 2 reprises en Ukraine, qui se sont mis à pomper le gaz qui était destiné à l'Allemagne. Donc, évidemment, ce projet ne plaisait pas du tout aux États-Unis. Comme le projet de François Mitterrand et c'était Helmut Kohl à l'époque, ne plaisait pas aux États-Unis. Ronald Reagan avait interdit aux sous-traitants américains de travailler et présents en Europe, de travailler sur ce projet. Et l'Allemagne et la France ont réquisitionné les entreprises américaines. À l'époque, on savait quand même dire non.
Et donc ce qui fait que ces gazoducs ont pu être construits. Là, évidemment, avec François Hollande, on n'est pas du tout dans le même niveau d'indépendance. Et donc ces projets donc, de gazoducs ont été attaqués, mais pour finir détruits pour partie, par Washington. Mais la baisse de la quantité de gaz importé par l'Union européenne n'a pas entraîné une baisse des revenus russes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez plus ce gaz bon marché, qui tirait les prix avec des contrats à long terme à la baisse, eh bien c'est le marché qui décide, l'offre et la demande. Et surtout que le gaz liquéfié permet de faire changer de direction un bateau chargé de gaz. Et il coûte 4 fois plus cher. Et c'est pour ça qu'on a vu Bruno Le Maire, tout d'un coup, j'en ai parlé dans mon bulletin 155 que j'ai mis en ligne à 3h du matin, parce que je suis un peu fatigué, et qui disait, mais il demandait au gouvernement américain, vous nous vendez le gaz 4 fois plus cher. Et oui, Bruno, ça s'appelle l'offre et la demande. Et quand tu n'as pas de contrat à long terme, mon pauvre vieux, quand tu n'as pas de contrat à long terme, eh bien, en fait, tu payes selon ce qu'on appelle le prix spot. Et de toute manière, ça coûtera plus cher parce que produire du gaz de schiste aux États-Unis, le faire traverser l'Atlantique, le déliquéfier dans des terminaux qui vont coûter très cher, ça coûte plus cher que d'ouvrir le robinet de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et donc, ce qui fait que la Russie, elle aussi, a du gaz liquéfié, notamment à Yamal, donc en Arctique, où notre Total national est actionnaire. Et je crois investi, le projet en tout a coûté 20 milliards de dollars, et Total y a investi, j'aurais peur de dire une bêtise, mais d'après les chiffres que donnait Pouyanné, Total a en Russie un investissement de 13 milliards de dollars. Donc, ce qui nous permet encore. Et donc la Russie est devenue le deuxième exportateur de gaz liquéfié en Europe. Parce que c'est encore aussi l'offre et la demande. On ne peut pas se passer du gaz liquéfié russe. Et comme le gaz liquéfié est 4 fois plus cher, la Russie gagne plus d'argent en vendant moins de gaz. Et ça, c'est exactement la même chose pour le pétrole. Et ça aussi, c'est un problème, encore une fois, de connaissances économiques. Je pense qu'on a les élites les plus stupides au monde. Alors Pepe Escobar me disait que c'était pareil aux États-Unis. Donc on se console comme on peut, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'idée aussi de ces sanctions, de mettant notamment un prix cap sur le pétrole, en disant au-dessus de 62 dollars, il est interdit d'acheter du pétrole. Donc en fait, les Occidentaux se sont interdits d'acheter du pétrole. Mais là où ils n'ont pas percuté, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs économiques. En ce moment, pour mon programme L'échiquier mondial, je travaille beaucoup sur l'Asie. Et le décollage de l'Asie, alors tout le monde parle de la Chine, mais l'Indonésie, le Vietnam, la Corée, mais ça c'est pas nouveau, le potentiel est énorme. Et ces gens-là ont besoin d'énergie. Et en plus, il faut bien se rendre compte, c'est ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères indien, ou c'était Modi, je ne me souviens plus. Le ministre des Affaires étrangères, je n'arrive jamais à retenir son nom, sur Anam, je ne sais pas trop quoi. Il est brillant. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'écorcher son nom. Et il avait dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, on a 1,5 milliard d'habitants? Si tout d'un coup, il y a une fluctuation trop importante des prix des carburants, donc de l'essence, vous allez avoir des régions qui font 60 millions d'habitants, la taille de la France, qui vont se soulever. Parce que c'est pas tenable. Pareil en Chine, un spécialiste russe de la Chine m'a expliqué ça, il m'a dit, il faut bien que tu te rendes compte, c'est que dès que tu as une fluctuation du prix de l'énergie, c'est comme si tu avais des provinces de la taille de la Russie qui se soulèvent. Et c'est ingérable pour le Parti communiste chinois. Donc c'est pour ça que ni les Chinois ni les Indiens vont jouer aux sanctions contre la Russie. Parce que la Russie est dans les deux plus gros exportateurs de pétrole, avec l'Arabie Saoudite, et qui en plus elle aussi a son programme. Et donc personne ne respecte, à part l'Union européenne, personne ne respecte les sanctions contre la Russie. Et c'est même reconnu dans la presse anglo-saxonne, le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, c'est que finalement la Russie vend largement au-dessus du cap pétrolier. D'abord, elle a fait une grosse ristourne, maintenant elle a fait une petite, et puis petit à petit, les transferts vers d'autres marchés plus fiables, notamment asiatiques, eh bien, se sont produits, et désormais, ça va au contraire créer une pénurie dans les pays qui appliquent les sanctions, notamment les pays européens. Et c'est pour ça que le prix à la pompe est en train d'exploser. Donc, déjà que la situation est inquiétante parce que la demande dépasse largement l'offre. En plus,
nous, les Européens, on se met nous-mêmes, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Donc ça n'a pas marché. Et en plus, ça n'a en plus pas marché parce que les Russes ont facilement pu contourner les sanctions parce que l'Europe continue à acheter du pétrole russe. Simplement, elle l'achète raffiné, transformé en diesel à l'Inde. L'Arabie Saoudite exporte son diesel cher et elle importe du diesel russe pour sa propre consommation. Donc quoi qu'il arrive, en fait, le marché est tellement exigeant que toutes ces sanctions sur les hydrocarbures, qui étaient le fondement de cette politique, donc ces sanctions comme on n'a jamais vu, ont finalement servi la Russie. Et surtout, elles ont servi la Russie parce que, je l'ai dit, ça a choqué les gens, mais Vladimir Poutine voulait les sanctions. Il avait parfaitement compris que ce qui s'est passé entre 2014 et 2016, c'est-à-dire la première vague de sanctions qui suit la réunification de la Crimée, les sanctions avaient été une des meilleures choses qui soient tombées sur la Russie. Pourquoi ? Oui. 3 minutes ? Ah la vache. Ok, bon bah... Il faudra acheter mon bouquin pour la suite. D'accord. Donc, Vladimir Poutine voulait les sanctions. Je vais, dans ce cas, s'il me reste, parler d'un point qui me paraissait important, aussi sous-estimation complète du complexe militaro-industriel russe. Ça, vous l'avez vu dans ce que j'ai appelé les gamins de plateau, qui vous ont expliqué, alors ils le disent moi maintenant, que la Russie allait manquer de munitions, de matériel, que c'était obsolète, qu'ils n'avaient pas des semi-conducteurs, etc., etc., etc. Il se trouve que jusqu'à la réunification de la Crimée, j'ai représenté en France 2 grandes sociétés d'État françaises d'armement, parmi les plus grandes, d'armement terrestre. Et donc, je connais déjà notre complexe militaro-industriel et je connais le complexe militaro-industriel russe avec lequel je suis resté en contact. Et il faut bien se rendre compte de ce que c'est qu'une usine de production d'armement russe. C'est une usine, vous avez des machines-outils et vous avez en temps de paix 10-20% qui fonctionnent. Et en temps de guerre, il suffit d'embaucher les gens et de remettre les clés et de refaire repartir le système. Ensuite, il y a des tas de choses que là aussi, c'est une ignorance importante, c'est que ce qui a handicapé l'URSS, c'était pas les sanctions qui étaient mises contre elle, c'était que c'était une économie, elle était fermée, elle s'est fermée elle-même. C'était une économie fermée qui ne laisserait rien rentrer. Et si vous vouliez acheter un jean, il fallait l'avoir en marché noir. Ça se faisait, mais... donc c'était une économie fermée. Aujourd'hui, la Russie est une économie hyper ouverte et qui a beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est un problème. C'est que malgré les avoirs confisqués, la Russie est très riche. L'État russe est très riche. Et elle peut importer tout ce qu'elle veut. Par exemple, je me suis fait faire un ordinateur très puissant pour pouvoir monter mes vidéos plus rapidement. J'ai eu un Pentium i9, le dernier modèle de Intel. J'ai eu, pas un Pentium, c'est Intel i9. J'ai eu une carte mère coréenne, une carte graphique coréenne, dernier modèle. Tout ça est arrivé par l'équivalent d'Amazon russe. C'est passé par différents pays. Donc la Russie est une économie ouverte qui arrivera à acquérir tout ce dont elle a besoin. Et en plus, elle a besoin de moins en moins de choses. Pour mettre les puces que vous mettez dans un missile, qui va être détruit d'ailleurs à l'impact, c'est pas les puces que vous avez là-dedans. C'est pas du 7 nanomètres. C'est du 60-90 nanomètres, ça marche très bien. Il y a un organisme anglais qui est chargé donc, de dépecer les missiles, les roquettes qui sont tombées, pour essayer de voir à qui la Russie a trouvé ces sous-ensembles. Ils ont découvert qu'en gros, c'était du niveau d'une game box de jeux vidéo d'il y a 20 ans, 20-25 ans. Et que c'était le même circuit dans tous les matériels, ou très proche. C'est-à-dire que les Russes ont réussi à standardiser les cartes électroniques qu'ils mettent dans leurs missiles calibre, dans leurs hélicoptères, dans leurs avions, etc. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de protéger ces systèmes avec des systèmes de destruction au cas où ça tombe entre les mains de leurs adversaires. Ça fonctionne très bien parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire fonctionner un missile qu'un smartphone. Et ça, en fait, c'était quelque chose qui était connu par les... Bon, je pense que je fais partie, il n'y a pas beaucoup de spécialistes du complexe militaro-industriel russe. Ça, c'est des choses qu'on savait. Notamment, je travaillais sur des programmes de coopération franco-russe jusqu'en 2014. Et les Russes nous disaient, de toute manière, nous, on a une règle obligatoire, c'est qu'en principe, la Russie doit être capable, en cas de guerre, de fournir 100% des sous-ensembles. Donc ça, c'était une règle qui existait. Alors, est-ce qu'elle était appliquée ou pas? Visiblement, ils ont trouvé des solutions. Et il y a des productions de semi-conducteurs en Russie
Ils font, encore une fois, du 135 nanomètres. Ils descendent parce qu'ils achètent aux Chinois maintenant les machines-outils, puisqu'il y a eu des sanctions contre la Chine. Donc, la Chine s'est adaptée, elle a de l'avance dans ce cas-là sur la Russie. Et donc, elle a pu... et la Russie est en train de s'adapter, et elle s'est adaptée. Aujourd'hui, elle produit, maintenant c'est, encore une fois, reconnu dans la presse anglo-saxonne. Généralement, il faut à peu près 1 ou 2 mois pour faire Google Translate, hein, pour la presse française. Mais globalement, maintenant, c'est reconnu. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais sinon après vous n'allez pas acheter mon livre. Donc c'est bien de limiter le temps aussi. Et donc voilà, en gros, en fait, pourquoi la Russie a gagné ? Parce que finalement l'OTAN, je ne fais pas de réduction ad Hitlerum, je prends juste un exemple, mais a commis la même erreur que Hitler lorsqu'il est rentré en URSS. Et où tout d'un coup, il a découvert que l'armée soviétique produisait plus de chars que lui, était plus standardisé et en fait avait un potentiel énorme. Et ce qui est marrant, c'est que les préjugés qu'avait Adolf Hitler, je ne compare pas aux nazis, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste l'idée en fait. Hein. Par exemple, le sous-homme slave, que les Russes étaient incapables de s'organiser, que dès qu'ils allaient rentrer dedans, tout le monde allait se disperser. Ces mêmes préjugés, vous allez retrouver chez les élites occidentales, et notamment vous avez pu en profiter sur tous les plateaux de LCI, de BFM. Voilà. Et pour finir, je conclurai par ce que me disait un ancien du GRU, un vieux de la vieille, avec qui j'avais sympathisé il y a une quinzaine d'années. Il me disait au GRU, au GRU, pour parler comme disent les Russes, on nous appelait qu'il faut toujours prendre ton ennemi pour l'homme le plus intelligent du monde. Et c'est l'erreur qu'a commise l'OTAN, c'est de ne pas avoir respecté cette recommandation. Voilà. La 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 la.